On va essayer de vous sortir de la léthargie digestive avec cette plénière qui est dédiée à l'avenir de l'activité de conseil et de sa protection, qui est depuis quelques années un serpent de mer dans vos préoccupations, si j'ai bonne mémoire. Nous allons le faire avec Nathalie Attias, avec Mathieu Boissavy, avec Jean-Philippe Gilles, avec Laure Lavorel et Christophe Priem. Je vous rappelle qu'à 16h, nous aurons une synthèse des travaux de ce congrès. Ensuite, les ateliers reprennent. Ce soir, il y a une grande soirée dansante et décadente, organisée toujours gratuitement, enfin même si c'est à vos frais. Voilà. C'est la première fois dans un colloque que je suis obligé d'envoyer des SMS individuels pour rappeler les participants à leur devoir de ponctualité. Vous vous plaignez sans arrêt que la justice est trop lente. Vous en êtes à 50% responsable. C'est comme ça. 50% de ponctualité là-dedans et 50%, toujours à votre charge, de manœuvres dilatoires pour retarder l'avancée des dossiers et la conclusion des affaires, bien évidemment. Vous savez exactement de quoi je parle. Donc, nous allons immédiatement embrayer sur l'activité de conseil, l'avenir de l'activité de conseil et de sa protection. Je vais poser la première question à Nathalie Attias, qui est avocat au barreau de Paris, présidente d'ACE Paris, membre du bureau du Conseil national des barreaux, ancien membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Même question que je poserai aussi à Mathieu Boissavy, qui est avocat au barreau de Paris et de New York, médiateur, vice-président de la commission Liberté et droits de l'homme du Conseil national des barreaux, ancien membre du Conseil de l'ordre du barreau de Paris. Que dire encore, président de l'amicale des Boy Scouts du 16e arrondissement, médaille d'or en tir à l'arc du Club Méditerranée, etc., etc., etc. Ma chère Nathalie Attias, bon, les deux derniers titres sont totalement usurpés, c'est moi qui les lui ai dit, qui les lui ai dédiés. Bon, l'activité de conseil et de défense justifie-t-elle encore d'être distinguée? Vous ne voulez pas la distinguer, mais des facteurs exogènes vous forcent à chaque fois à rappeler que vous avez fusionné il y a quelques années. Oui, merci David. Alors, moi, j'en étais, quand on avait préparé cette table ronde, j'en étais à un titre qui n'était pas le même, c'était « Le Conseil a-t-il encore de l'avenir ?» Moi, c'était ça que j'avais eu comme titre quand on avait préparé cette table ronde. Et en fait, bon, enfin, on va revenir évidemment avec les mêmes éléments de réponse. D'abord, enfin, j'ai 3 éléments de réponse. Le premier, ce matin, Jean-Paul Ordis a été extrêmement clair sur le Conseil et il a expliqué que, en effet, le Conseil est totalement indissociable. Il est l'ADN de notre profession. On vient nous voir pour nous demander d'assister dans du judiciaire, mais on vient nous voir aussi et surtout soit pour anticiper, soit pour prévenir un contentieux. Et je me rappelle d'une phrase prononcée par notre présidente d'honneur, Delphine Galin, au Congrès l'année dernière, qui avait utilisé cette formule que j'aime beaucoup. Nous sommes des démineurs d'infraction. Et quand on est des mineurs d'infraction, on aimerait bien que Bercy le comprenne et donc on comprend que finalement le Conseil est totalement consubstantiel, voire même est un élément clé de notre ADN et sans Conseil, on ne peut pas concevoir la profession d'avocat. Deuxième élément, donc vous avez compris, c'est notre métier. Deuxième élément, c'est... la justice, notre système judiciaire, on le sait, on utilise beaucoup l'expression de la faillite, hein, donc avec des moyens humains et matériels qui sont absolument insuffisants. Notre garde des Sceaux a annoncé l'augmentation du budget de la justice, mais ça reste de toute façon insuffisant. Et d'ailleurs, puisqu'on voit que dans les finances publiques, la justice est toujours le parent pauvre, et comme on sait qu'on ne pourra pas augmenter ce budget, alors on multiplie les réformes. On fait des réformes pour complexifier les procédures. Aujourd'hui, de plus en plus, on va accentuer ce qu'on appelle les modes de règlement amiable des différends. Alors moi, j'aime beaucoup les modes de règlement amiable des différends parce que je les aime à condition qu'on les prend pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire une vraie volonté de pacifier les relations entre les parties. En revanche, là où ça me dérange, c'est quand dans la bouche des politiques, on vous parle de marde. En réalité, c'est comment je peux faire mettre un obstacle
entre le justiciable et l'accès au juge. Et ça me pose un problème. Et partant de là, j'ai beaucoup aussi évolué dans mon regard sur les modes de règlement alternatifs des différends. Et je me dis que finalement, est-ce qu'on devrait vraiment, nous, quand on fait la promotion des MARD, parler des MARD, ou est-ce qu'on devrait au contraire plutôt former les avocats dans ce que j'appelle l'art de la négociation? En fait, apprendre aux avocats comment négocier, et avec tous les outils que nous connaissons et que les médiateurs et personnes formées connaissent. Et là, on est au cœur du conseil. L'art de la négociation, c'est le cœur du conseil. Donc, la déjudiciarisation de notre justice va incontestablement pousser vers l'activité de conseil. Et de fait, d'ailleurs, à Paris, on aime à rappeler que 60% des avocats ne mettent pas les pieds dans un tribunal. Donc, le conseil, c'est véritablement aussi la réponse à la déjudiciarisation. Troisième élément de réponse, évidemment, la digitalisation de la justice. Les outils numériques sont une opportunité extraordinaire pour les avocats de déplacer leur valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'avec tous les outils d'aide à la décision, savoir qu'aujourd'hui on peut analyser 2 millions de décisions de justice en une seconde grâce à des mots-clés, alors qu'il y a 20 ans, on faisait appel à des stagiaires à qui on demandait d'aller passer des journées à la bibliothèque pour aller trouver la réponse en jurisprudence. Aujourd'hui, c'est terminé. Ce temps que nous avons gagné, c'est du temps que nous gagnons pour pouvoir nous placer sur notre cœur de métier, qui est celui de la réflexion, de la stratégie, de la négociation, de l'accompagnement de nos clients. Donc là aussi, il faut dire aux avocats de ne pas avoir peur de l'outil numérique et de ne pas avoir peur même de ce gros mot qui est l'algorithme judiciaire, parce que aussi les magistrats aussi ont très peur d'être remplacés par des robots. On ne pourra jamais être remplacé par des robots parce que les robots, aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, peut-être que les choses changeront avec ce qu'on appelle le machine learning et donc l'apprentissage qu'on fait aux machines de savoir raisonner comme des humains. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a ce facteur humain qui fait que jamais les machines ne pourront nous remplacer. Donc on a cette possibilité, nous aussi, d'améliorer notre compétence et de porter notre valeur ajoutée dans ce qui est notre richesse, qui est donc le conseil. Alors, le conseil, on l'a compris, on n'a pas le choix. Donc, de la question initiale qui était « Est-ce que le conseil a de l'avenir ?» Moi, j'aurais même répondu « Il n'y a d'avenir que dans le conseil hein, », avec ces éléments de réponse que je vous ai donnés. Mais ce conseil, pour être indispensable et donc être clé dans notre activité, il faut aussi qu'il soit protégé. Parce que de la même manière qu'on ne peut pas concevoir un avocat sans conseil, on ne peut pas concevoir un avocat sans secret. Parce que si nous perdons notre secret, les clients ne nous feront plus confiance. Et donc, on a le secret de l'avocat et on a aussi le secret du juriste d'entreprise, dont parleront Laure et Jean-Philippe, pardon. Et on va se poser la question qui va arriver très rapidement dans notre profession. Vous le savez que dans une annexe du rapport Sauvé, les États généraux de la justice, le rapport préconise de la confidentialité des avis juridiques, ce qui évidemment nous pose question à nous avocats, car qui dit confidentialité des avis juridiques, et je perçois bien la nécessité de le faire, hein, puisque en effet, on sait qu'aujourd'hui les juristes dans leur quotidien ont des difficultés à pouvoir communiquer avec les sociétés étrangères parce qu'ils ont très peur de ne pas avoir justement cette protection. Mais on va avoir le problème de l'opposabilité, du secret, de la confidentialité de la vie. Et cette opposabilité ne peut être garantie qu'à la condition qu'elle émane d'une autorité, on va dire très rapidement, mais vous le préciserez, mais d'une autorité qui se régule. Et ça veut dire pour nous la création d'une profession réglementée détentrice d'un secret aux côtés de la profession d'avocat, et donc virtuellement le retour en arrière de plus de 30 ans avec le retour des conseils juridiques d'entreprise. Et ça, pour nous, c'est absolument inconcevable. Alors j'ai conscience de la nécessité de l'opérer parce qu'on a tous cet objectif d'une grande profession du droit, mais il faut être vigilant et donc j'invite
tous les avocats à avoir ce sujet très présent à l'esprit parce que la question politique va se poser dans, probablement d'ailleurs à l'Assemblée générale du CNB du mois prochain ou dans 2 mois. Et c'est un sujet politique sur lequel la CE va devoir se positionner. Je pense que là, je t'ai fait une transition toute trouvée avec la protection du secret. Et même une introduction super, Nathalie. Mathieu, alors rebondissons sur ce qu'a dit Nathalie. Est-ce que le conseil, c'est l'avenir de la profession d'avocat? Il n'y a pas d'avenir sans le conseil. C'est ce qu'elle a c'est ce qu'elle a sous-entendu et même dit. Est-ce que ce secret professionnel qui vous tracasse, puisque l'année dernière à Marseille, il en était déjà question, est-ce que c'est toujours un sujet? C'est toujours un sujet. On t'entend pas. C'est toujours un sujet, c'est toujours une préoccupation, mon cher David. Et c'est aujourd'hui, 1 an après Marseille, notre congrès, c'est une immense déception. On s'y attendait, on s'est battu, et on se bat encore. Et grâce à la CE, nous faisons aujourd'hui le dernier recours devant la justice européenne pour tenter de sauver ce qui peut l'être. De quoi on parle? Ta question, c'est est-ce que l'avenir de la profession dans le Conseil? Oui, si le Conseil est protégé. Ton autre question, c'était est-ce qu'on peut distinguer le Conseil de la défense? Et sur ce point, je voudrais vous parler d'abord du mythe sur lequel nous, avocats, avons vécu ou vivons encore. Ce mythe, c'est de croire que nos activités de conseil sont aussi protégées que les activités de défense. Nous avons appris, à la lecture du règlement intérieur national, que le secret professionnel était absolu et illimité. Et sur la foi de cette croyance sur laquelle nous avons prêté serment, nous avons cru ou nous croyons encore que toutes les confidences de nos clients, quel que soit le domaine dans lequel elles sont faites, sont protégées par le secret, ce qui veut dire, non pas l'obligation qui pèse sur l'avocat de respecter le secret, ça veut dire l'opposabilité, que le secret est opposable aux autorités publiques. La réalité, c'est que cette croyance est erronée. Alors pourquoi est-elle erronée? Pourquoi d'abord cette croyance? D'abord parce qu'il y a la disposition du RIN sur le secret, mais il y a également l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 qui dit très clairement que dans tous les domaines, en quelque matière que ce soit, tant que ce soit en matière de conseil ou de défense, le secret professionnel de l'avocat s'applique, etc. Dans les consultations, les correspondances entre le client et l'avocat, etc. Vous connaissez cet article par cœur. En toute matière, dans quelque domaine que ce soit en matière de conseil et de défense. Mais d'ailleurs, je vous pose la question, pourquoi le législateur a-t-il ressenti le besoin de préciser en toute matière que ce soit dans le domaine du conseil et de la défense? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette disposition ne vient pas de la loi du 31 décembre 1971. Elle vient d'une loi de 1991, modifiée en 1997 et 1913 et 1997, lorsqu'on a intégré les conseils juridiques dans la profession d'avocat. Nous avons ressenti, le législateur a ressenti la nécessité de préciser que le secret professionnel s'appliquait en matière de conseil et de défense. En matière de conseil et de défense. Pourquoi? Parce que la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait de voir opposable le secret professionnel en matière de conseil. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette précision dans la loi en matière de conseil et de défense. Alors, ce débat, on l'a eu durant toute l'année 2021, lorsque notre ministre de la Justice a voulu renforcer le secret professionnel. Mais patatras, c'est lui-même qui, dans son projet de loi initial, n'a parlé que de secret professionnel de la défense, que de secret de la défense.
Aujourd'hui, vous connaissez les dispositions de la loi du 22 décembre 2021. Il est dit clairement dans l'article préliminaire du Code de procédure pénale que le secret du Conseil et de la défense, le secret de la défense et du Conseil, c'est dans cet ordre-là plutôt que c'est dit, le secret de la défense et du Conseil est garanti selon, conformément à l'article 66-5 que je vous ai lu tout à l'heure, mais dans les conditions prévues au présent Code. Le principe, c'est bien une protection du secret en matière de défense et de conseil, mais dans les conditions prévues au présent Code. Et quelles sont ces conditions? Ces conditions font qu'aujourd'hui, le secret du Conseil n'est pas opposable. En dehors de celui donné dans l'exercice des droits de la défense, on va voir ce que c'est, ce secret du Conseil n'est pas opposable aux autorités publiques. Et pas simplement, je vous le dis, ce n'est pas assez répété, pas simplement en matière de fraude fiscale, de corruption ou de trafic d'influence, pas simplement sur l'exception prévue par l'article 56-1-2. Dans tous les domaines du Conseil, si le Conseil n'est pas rattaché à l'exercice des droits de la défense, le Conseil n'est pas protégé. Les confidences avec votre client dans ces domaines-là peuvent être saisies, peuvent être écoutées, peuvent être retranscrites. Voilà la situation actuelle en France. Et bien évidemment qu'elle est en complète contradiction avec nos voisins anglo-saxons qui, avec le legal privilege, quoi qu'on en dise, on peut avoir effectivement des critiques sur le legal privilege, mais la réalité, c'est que dans les pays anglo-saxons, le secret du Conseil est opposable aux autorités publiques, sauf l'exception, sauf si l'avocat participe à l'infraction, et sauf également, c'est vrai, si le client a utilisé les conseils de l'avocat pour commettre une infraction. En France, c'est beaucoup plus large que cette exception prévue dans les pays anglo-saxons. C'est beaucoup plus large. Alors, de quoi on parle quand on parle de conseil? Moi, je crois qu'il faut distinguer deux situations. Et j'arrêterai là après, parce que peut-être que le temps passe, non? Le temps passe inexorablement. Et nous allons tous mourir. Ça, c'est sûr. Mais s'il te plaît, arrête-moi avant que je meure. Ouais. Ou qu'on meurt. Ou que vous mourrez. Oui, j'ai pas du tout envie de vous tuer. Alors, je préfère mourir avant. Non, pour l'instant, c'est bien Bon, parce qu'il y a alors. quand même une dramaturgie dans ton intervention que j'aime bien. Bien. Et j'en ai déduit pour l'instant que pour bien travailler avec son client, il vaut mieux attendre qu'il soit mis en examen, comme ça on aura Eh ben, toute la plénitude du ben, secret voilà, professionnel. tu vois, deux choses, deux arrêts que Non, vous devez c'est vrai. retenir, parce que ici c'est un congrès sérieux, donc nous citons la jurisprudence. Le premier arrêt, c'est celui de la chambre criminelle du 26 janvier 2022. Cet arrêt est merveilleux. Cet arrêt est très très bon. Vous allez en parler, je ne veux pas dévoyer, d'ailleurs je vous le laisse, le commentaire de cet arrêt. Cet arrêt est extraordinaire. Cet arrêt est extraordinaire parce qu'il dit quoi? Il dit que le conseil donné dans l'exercice des droits de la défense, dans un contentieux qui est prévisible, hein, pour un client qui va être dans un contentieux prochainement, qui n'est pas encore mis en examen ou quoi, non. Le conseil donné dans ce cadre-là, à ce moment-là, il est protégé et les conseils donnés qui ensuite voyagent, transitent dans l'entreprise, sont répercutés dans l'entreprise, et bien là, c'est protégé, on ne peut pas le saisir, même si ce n'est pas sous l'entête du papier d'avocat, du papier à lettre d'avocat. Et, autre arrêt à retenir, c'est celui du 13 septembre 2022. Et celui-là, c'est une infamie. C'est toujours la chambre criminelle. Qu'est-ce que dit cet arrêt? La situation était la suivante. C'est quelqu'un qui n'est pas encore mis en examen, pas encore mis en garde à vue. C'est la compagne de quelqu'un qui est, lui, mis en garde à vue, qui est mise en cause. Cette compagne, cette femme, est mise sur écoute. Et elle discute avec son avocat, qui va ensuite, qui lui donne des conseils. Cette mise sur écoute de cette femme avec son avocat, elle est écoutée et puis elle va servir à mettre un capteur qui va permettre une balise sous une voiture. Mais, donc, il y a un recours qui est fait. Et cette cliente critique le fait d'avoir été, qu'on a utilisé les conversations qu'elle avait eues avec son avocat pour mettre cette...
Et la chambre criminelle dit, bon, ben, c'était juste pour mettre un dispositif afin de pouvoir pister la personne, donc c'est pas... Mais, de toute façon, comme cette personne n'a pas été mise en garde à vue et mise en examen, à ce moment-là, les conversations qui étaient faites avec son avocat n'étaient pas dans l'exercice des droits de la défense, donc c'est du conseil, donc c'est protégé. Cet arrêt... Donc c'est pas protégé. Pardon, c'est pas protégé. C'est pas protégé. Mais vous voyez, c'est tellement énorme que moi-même, c'est tellement énorme. Donc, que dit cet arrêt est une infamie. C'est le retour à l'arrêt du 16 mars 2014. 2016, je ne sais plus. Bon, l'arrêt, bon, vous connaissez. Bon, donc, voyez que même après la loi du 22 décembre 2021, cette situation-là n'est pas protégée. Or, nous sommes dans quoi dans cette situation? Moi, en fait, les situations, j'en vois deux pour distinguer le conseil et la défense. Il y a les situations sur lesquelles le client vient nous voir pour nous exposer des faits passés. Il nous demande son avis sur des faits passés qui peuvent donner lieu à un contentieux, à une poursuite pénale ou un contentieux civil, peu importe. Mais ce sont des faits passés. Et l'avocat donne son avis juridique sur ces faits passés. Et la situation où on parle d'un projet d'avenir. Le client vient vous voir et dit, voilà, je voudrais créer une société ou un groupe de sociétés. Il y a une société sera à Paris, une autre au Luxembourg, etc. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire les statuts, le montage fiscalement, comment je fais pour améliorer, optimiser, etc. La situation d'avenir. Deux situations. Et la situation qui est aujourd'hui la plus protégée, entre guillemets, c'est celle sur la situation des faits passés. Mais voyez encore, avec l'arrêt du 13 septembre 2002, en 2022, on n'est même pas sûr de la protection. Si le client n'est pas mis en examen ou garde à vue, il n'y a même pas de protection certaine. Dans l'autre situation, je peux vous dire qu'avec les exceptions qui sont prévues dans le Code de procédure pénale, il n'y a pas de protection. C'est-à-dire qu'ensuite, si jamais il y a une poursuite pénale, il peut y avoir une saisie de ces... Donc la question c'est, est-ce qu'il peut y avoir... Nous battions en 2021 en disant mais le conseil c'est aussi la défense. Oui, pour la situation passée et même pour la situation d'avenir, pour dire ben voilà, nous battons sur le fait que lorsque nos clients viennent nous exposer son projet, nous voudrions être dans un confessionnal, qu'il soit comme dans un confessionnal. Et que la situation qu'il nous expose, jamais personne ne pourra avoir connaissance de ce qu'il nous aura dit. Pourquoi? Parce que, comme le disait Jean-Paul tout à l'heure, nous, ce que nous cherchons à faire lorsqu'un client vient nous voir, c'est on lui dit la loi, la règle de droit, et on lui dit voilà ce qu'il faut faire pour la respecter. On est dans le conseil, et dès lors qu'on n'est pas complice de l'infraction, il n'y a aucune raison qu'on vienne saisir ces confidences. Malheureusement, aujourd'hui, peut-être qu'il faut que je m'arrête là. Oui. Parce que là, alors, je vais terminer sur quelque chose de très beau. Parce qu'il faut essayer de comprendre pourquoi, dans notre culture, on a cette hostilité envers l'avocat et envers aussi le juriste d'entreprise, envers tous les juristes. Pourquoi on a cette hostilité? C'est culturel, les amis. Et je vais vous citer un commentaire qui est donné. En 1670, Louis XIV fait sa grande réforme, sa grande ordonnance criminelle. Alors, c'est pas lui, bien sûr, directement qui l'a fait, il a des juristes qui s'en occupent, et il y a des commentaires, et la question se pose de savoir si les accusés peuvent être assistés d'un avocat. À l'époque, on en était là. Hein. Fouquet a des idées là-dessus. Mais Fouquet, justement. Fouquet, ses avocats ont mal terminé, et Louis XIV était ulcéré par la possibilité qu'a eu Fouquet d'être défendu de la manière. Et donc, il va renforcer des dispositions qui étaient déjà adoptées au siècle précédent, qui vont être l'exclusion de l'avocat de la défense de l'accusé. Et voilà ce que dit l'article 8 du titre 14 de l'ordonnance du 26 août 1670. Accusés, quand pourront avoir un conseil? Les accusés, par quelque qualité qu'ils soient, seront tenus de répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil.
qui ne pourra leur être donné même après la confrontation, nonobstant tout usage contraire que nous abrogeons. Devront répondre par leur bouche, sans le ministère du Conseil. Et pendant tout l'Ancien Régime, les accusés, sauf dans certaines matières, je ne vous dis pas l'exception, c'est en matière de droit pénal des affaires, les accusés n'auront pas de possibilité d'avoir un avocat. Même pendant le jugement, vous savez qu'il n'y a pas de plaidoirie d'avocat au pénal sous l'Ancien Régime. Hein. Eh bien, il y a un petit commentaire là-dessus, c'est celui de Pussort. L'on sait combien ces sortes de conseils sont féconds en ouverture pour former des conflits de juridiction, combien ils inventent de subtilités pour faire trouver des nullités dans les procédures et pour faire naître une infinité d'incidents. Cependant, comme l'on ne refuse rien à accusé et qu'il faut lire toutes les pièces du procès, aussi bien celles qui sont à décharge que celles qui vont à sa conviction, pourvu qu'il ait moyen de faire travailler beaucoup d'avocats et de fournir aux frais les expédients, ne lui manqueront point pour immortaliser son procès, c'est-à-dire les renvois multiples, nous les connaissons bien. Ainsi, c'est proprement aux riches et pour l'impunité que le Conseil est accordé. Eh bien, pour combattre ça, on a supprimé l'avocat. Aujourd'hui, on cherche à supprimer le Conseil, à ce que le Conseil ne soit pas du tout protégé et opposable, que le secret sur le Conseil soit opposable aux autorités. Il faut poursuivre le combat. L'homme est mauvais par nature et son complice, l'avocat, aussi. C'est ça, en fait. Hein. Alors, réaction de Laure Lavorel et Jean-Philippe Gilles, respectivement. Laure, présidente du Cercle Montesquieu, et Jean-Philippe Gilles, président de l'Association française des juristes d'entreprise. Réaction à ce qui vient d'être dit de façon très solidaire par Nathalie et par Mathieu. Alors, la parole est à l'accusé, si j'ai bien compris. Oui. Donc, nous sommes les accusés, nous ne sommes pas des incapables, ni majeurs ni mineurs, et nous aimons beaucoup écouter nos amis avocats qui, bien entendu, nous défendent. Simplement, ce qui est important de rappeler, parce qu'on a beaucoup parlé du client, et le client, en tout cas en matière commerciale, c'est nous, ce sont les entreprises. Que font les entreprises? Je pense que vous le savez, mais peut-être pas complètement, parce qu'en fait, nous nous voyons souvent dans vos cabinets, nous nous voyons parfois dans nos locaux, mais souvent, je constate que l'activité de direction juridique n'est pas aussi connue par nos propres conseils, nos propres avocats. D'ailleurs, c'est intéressant, quand on parle d'avocats en entreprise, on dit conseil. Ce sont nos conseils. Donc on va développer ce thème-là, mais c'est intéressant. Nos conseils qui parfois sont nos défenseurs, mais que nous appelons nos conseils. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en entreprise, les juristes d'entreprise émettent des avis. Est-ce qu'ils défendent l'entreprise? Certainement, mais leur métier est un métier de conseil par définition. Et donc, c'est très intéressant dans cette problématique aujourd'hui parce que nous avons évidemment dans de multiples occasions l'accompagnement, des possibilités d'accompagnement sur des conseils qui soient contractuels, qui soient sur la prévention justement des questions qui pourraient être éventuellement pénales, beaucoup de prévention comme je le disais, les matières de compliance qu'on peut développer et qui sont également aujourd'hui très importantes en termes de volume dans les entreprises grâce ou à cause, peu importe, de la loi Sapin 1, Sapin 2, et puis donc depuis 2016. Et puis, enfin, 2016, c'est Sapin 2, donc ça a commencé avant, encore une fois. Et puis, il y a aussi également certains juristes d'entreprise qui travaillent avec les directions des ressources humaines. En France, c'est une activité qui est florissante, puisque le droit du travail français est quand même important et complexe. Et donc, la réponse à la question qui était est-ce que le conseil et la défense c'est différent, c'est la même chose. En entreprise, c'est certainement la même chose, mais c'est avant tout
du conseil. Alors, pourquoi faire cette distinction, d'ailleurs, en entreprise? Peut-être est-elle totalement inutile, puisque, comme vous le savez certainement, c'était aussi l'objet de grands débats, et notamment d'une discussion à Marseille, à laquelle, malheureusement, j'avais pu assister, puisque les trains avaient été interrompus. Vous n'avez pas à vous justifier. Si, mais je préfère, parce que j'ai terriblement regretté cette intéressante plénière, pendant laquelle ce sujet sur la question du secret dans l'entreprise, de la confidentialité des avis avait été évoqué. C'est un sujet qui est éminemment important, puisque nos conseils, nos avis, ce qu'on appelle les avis des juristes d'entreprise, ne sont pas protégés. Et c'est d'autant plus regrettable car, pour ça, beaucoup d'avocats ne le savent pas, nous sommes soumis, nous aussi, au secret professionnel. Nous sommes soumis, par la loi du 31 décembre 1971, nous sommes soumis à un secret professionnel qui lui-même est également régi par le même article du Code pénal que vous, les avocats, c'est-à-dire l'article 226.13 du Code pénal. Et nous avons donc cette obligation de secret professionnel. Donc, quand on dit ça, tout d'un coup, plus personne ne comprend rien. Ah bon, les directeurs juridiques et leurs équipes sont soumis à un secret professionnel, mais la confidentialité en entreprise des avis n'existe pas. En réalité, c'est un secret professionnel qui donc nous engage jusqu'au niveau pénal, mais qui n'est pas opposable. Et c'est là où s'arrête en fait, j'allais dire, le point commun avec nos amis avocats. Est-ce que cela est un problème? Oui, évidemment, et dans des conditions absolument très simples, qui sont évidemment la perquisition judiciaire en matière pénale, mais aussi en matière civile, si on considère, pas exactement une perquisition, mais que la saisie sur ordre du juge est une forme de perquisition civile. Nous ne pouvons nous opposer en aucun cas à la transmission de nos avis. Les saisies administratives qui maintenant sont pléthores grâce aux nombreuses autorités administratives en place, que ce soit la CNIL, l'AFA, l'autorité de la concurrence plus ancienne, et j'en oublie évidemment, qui peuvent venir saisir les documents dans les entreprises. Dans toutes ces situations-là, je ne sais pas, et peu m'importe si je suis en conseil ou en défense, dans tous les cas, les avis de l'intégralité de ma direction, de l'ensemble de mes juristes et de moi-même ne sont pas protégés. C'est une exception en France, du moins la France est une exception, plus ou moins, plutôt. Et on a parlé des pays anglo-saxons, mais on a aussi en Europe le Portugal, l'Espagne, qui reconnaissent cette confidentialité des avis des juristes d'entreprise par la personne même des juristes d'entreprise lorsqu'ils sont inscrits à un barreau, et ils le sont tous. En Belgique, il y a une législation un petit peu particulière, comme d'ailleurs bientôt en Suisse, qui permet un secret professionnel jusqu'à l'opposabilité des avis des juristes d'entreprise qui ne sont pas nécessairement membres d'un barreau. Et la France, de plus en plus, se distingue par son isolement, ce que d'ailleurs n'a pas manqué de noter le rapport Sauvé lors des États généraux de la justice, puisque une piste a été dressée sur la nécessité qu'il y aurait à protéger, c'est le terme qui est utilisé, les avis dans les entreprises. Nous y venons donc, et évidemment cette notion, cette différence entre défense et avis n'a pas sa place. Nous faisons également de la défense lorsque nous avons des affaires judiciaires, mais je crois que pour nous, la question est plus large. Elle est tout simplement de savoir si les entreprises aujourd'hui peuvent être protégées. Il ne s'agit pas du secret des affaires, comme on essaye parfois de nous l'indiquer. C'est un autre domaine qui n'a aucun rapport. Mais simplement, si nous pouvons exercer, et je laisserai Jean-Philippe compléter, notre métier de manière sereine, puisque une grande partie de notre activité, c'est la prévention. Pour faire une analogie un petit peu originale, c'est un peu comme la médecine. C'est-à-dire que nous sommes beaucoup en prévention, plus en médecine chinoise, c'est-à-dire que nous faisons en sorte que l'entreprise soit un corps sain. Et lorsqu'une entreprise rencontre des difficultés judiciaires, c'est quelque part, malgré tout, quand même, un tout petit peu à l'échec d'une prévention. Les juristes d'entreprise travaillent beaucoup sur ces questions-là. La loi Sapin, que je citais, n'a fait que renforcer par une des mesures législatives qui sont d'ailleurs contraignantes, mais en même temps a reconnu ce rôle à l'intérieur des entreprises. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'exercer cette prévention de la manière dont cette loi nous impose de le faire, mais aussi notre souhait d'accompagner les dirigeants, parce que, encore une fois, nous ne pouvons pas, en toute discrétion, attirer l'attention des entreprises sur les risques qu'elles prennent.
Et ce qu'il faut savoir aussi, parce qu'on oublie souvent de le dire, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, et là je vais être malheureusement pas du tout détaillé mais très générique, lorsqu'on regarde le droit pénal des affaires aujourd'hui en France, je pense que plus de 85% des infractions sont déclarées comme telles, qualifiées, sans qu'un élément intentionnel n'ait à être prouvé. Parce que la qualification des faits inclut, j'allais dire, non pas in fine, mais in concreto, la notion je ne suis pas très claire, mais la notion d'intérêt, d'élément intentionnel, ce qui signifie donc que nous ne sommes pas en train de proposer à une direction d'entreprise de réfléchir si elle souhaite commettre une infraction. Il n'y a pas de souhait, mais plutôt de la préserver d'une infraction qui serait commise malgré une volonté de respecter la règle. Et c'est très important de le dire, parce que cette notion d'absence d'intérêt intentionnel donne toute sa valeur à la prévention. Je m'arrêterai là parce que je voudrais moi aussi écouter Jean-Philippe. D'abord, vous l'écoutiez, et puis moi aussi l'entendre, parce qu'il a beaucoup de choses à dire sur ces questions-là. Mais c'était pour vous donner un peu le feedback des clients, des accusés, parce que nous partageons ces valeurs qui sont la protection de la défense de peut-être nos clients communs, qui sont les entreprises. Bonjour, je me demande si l'heure finalement est véritablement dans la peau de l'accusé. Moi je dirais plutôt que nous avons été là les avocats des avocats. Alors pardonnez-nous d'usurper l'espace d'un instant lors de cette conférence, et je tiens d'ailleurs à remercier l'ACE de nous avoir invités. L'ACE et l'AFJE, c'est une longue histoire, et je ne peux pas commencer à répondre à cette invitation sans avoir une pensée émue pour Jean-Louis Cocus, qui a porté cette association sur fonds baptismaux. L'ACE, c'est 30 ans d'histoire, l'AFJE, c'est 50 ans d'histoire, mais on en partage 30 de communes, et c'est heureux. Donc je remercie Emmanuel Raskin, votre président. J'ai une pensée pour Emmanuel Feugère, qui est en plus le vice-président en charge de la relation avec l'AFJE. Et pour les quelques avocats qui ne connaîtraient pas l'AFJE, je me dois quand même de rappeler que c'est numériquement la première association de juristes d'entreprise, 7000 membres, dont 1600 directeurs et responsables juridiques. Et c'est très heureux que Laure soit là, puisque Laure représente une force non négligeable de 400 directeurs juridiques, et non des moindres. Et ces deux associations peuvent véritablement, conjointement, évoquer ce qui se passe dans la profession. C'est donc important. Sur la première question, parce qu'on est passé de la première question presque à la troisième, en fait. Donc on a passé les vitesses très très vite. Et je vais revenir sur conseil défense. Et je viendrai sur le thème que tu as évoqué en mentionnant comment nous pouvons être les alliés dans cette histoire. Conseil ou contentieux, chers amis avocats, sous l'angle ou sous le point de vue du juriste d'entreprise ou du directeur juridique que je suis, c'est une question avant tout de valeur ajoutée. Lorsque nous sommes confrontés à une activité de conseil pointue, nous avons besoin des avocats conseil. Lorsque nous sommes sur un contentieux pointu, nous avons besoin d'excellents avocats en contentieux. Et puis, il peut y avoir le troisième cas, c'est-à-dire que dans des domaines, et notamment les domaines émergents, notamment liés à la conformité, je pourrais notamment mentionner le RGPD, et bien là, on a besoin d'avocats qui soient aussi bons en conseil qu'en contentieux dans ce domaine-là. On parlera peut-être tout à l'heure des cyberattaques. C'est très important d'avoir une task force. Donc pour nous, la question de savoir, et Laure l'a dit, est-ce qu'il faut avoir un cœur qui balance entre le conseil et le contentieux, je dirais que c'est avant tout une question de stratégie de vos cabinets. Certains d'entre vous sont excellents plaideurs, d'autres sont d'excellents conseillers, les troisièmes arrivent à faire la synthèse des deux, bravo. Donc nous, notre question n'est pas dans ce distinguo. Oui, il y a des technologies qui évoluent, il y a des modes d'approche qui évoluent, mais nous aurons, je pense, toujours besoin, parce que le facteur humain est fondamental, de personnes qui sont capables de créer de la valeur ajoutée, du conseil, de la créativité, et nous aurons besoin aussi de gens qui sont capables de tenir la rampe dans les contentieux qui deviennent de plus en plus complexes. Et il faut bien savoir une chose, c'est que jusqu'à présent, le contentieux, j'allais dire, c'était les autres. C'est-à-dire que c'était une bataille, un affrontement contre quelqu'un. Aujourd'hui, les entreprises, elles ne sont pas dans ce type de contentieux, elles génèrent elles-mêmes leur propre contentieux.
C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir son dispositif anticorruption, le fait de ne pas avoir mis en place récemment la ligne d'alerte, le fait de ne pas être capable de répondre aux injonctions des grandes tendances, hein, on peut parler de RSE, je pourrais parler plastique, eh bien, génère du contentieux. Et il va falloir être capable de le développer, de le traiter, ce nouveau marché. Parce que c'est un marché. En tant que femmes et hommes d'entreprise, pardonnez-nous, mais nous abordons le droit comme un marché. Nous faisons en permanence des SWOT. Voilà. Alors, je sais que ce n'est pas un mot très chic, c'est un mot anglo-saxon, mais nous analysons les situations. Et je vous le dis, il y a de l'avenir tant pour le conseil que pour le contentieux dans la relation avec les juristes d'entreprise. D'ailleurs, il est vrai que tous les juristes d'entreprise travaillent avec les avocats. La réciproque n'est pas vraie. C'est d'ailleurs l'une des questions qui sous-tend tout le débat sur la deuxième partie, c'est qu'effectivement, il y a, comment dire, des craintes que je pourrais qualifier presque d'irrationnelles. Voilà. Et je crois qu'il faut ensemble combattre l'irrationnel. Alors j'en viens sur la deuxième partie. Pardon, mais qu'est-ce que vous sentez sur les craintes irrationnelles? Oh, bah écoutez, en 25 ans d'implication au sein de la FGE, j'en ai entendu beaucoup. J'ai entendu par exemple que nous allions envahir les prétoires. C'est une erreur fondamentale. Si vous posez la question, dire depuis 50 ans que la FGE existe, je ne crois pas que les 20 000 juristes d'entreprise aient envahi les prétoires. Pourquoi? Parce qu'en fait, on assiste à une structuration du marché juridique. Et c'est ce qui est paradoxal, c'est que la France est très en retard. Il y a de très belles choses à faire sur le plan du marché du droit. Je vais prendre juste une anecdote. Quand on a mis en place le RGPD, la fonction de DPO, qui est complètement externalisable, là, pardonnez-moi, mais il y avait un coup à jouer du côté des avocats. Je n'ai pas vu, dans les instances des avocats, des réflexions sur le sujet en disant il y en a eu, mais pas suffisamment. En tout cas, nous, hommes et femmes d'entreprise, on a tout de suite pris le sujet. Aujourd'hui, les DPO internes sont des juristes d'entreprise. Les compliance officers sont des juristes d'entreprise. Quand bien même vous avez une direction de la compliance qui est séparée de la direction juridique, 80% de leurs membres sont des juristes d'entreprise ou des avocats. D'ailleurs, nous sommes des gens très ouverts. 25% de nos membres sont des avocats. Donc, on a aujourd'hui, je dirais que c'est une question plus de structuration du marché qu'il faut être capable d'aborder ensemble, plutôt que le fait de dire mais non, les uns prennent le marché des autres, absolument pas. En entreprise, et Laure a eu raison de le dire, l'entreprise, elle est forte de cette synergie entre la direction juridique et les conseils. Moi, j'ai vécu des aventures humaines absolument prodigieuses. Je n'aurais pas été capable d'aller à l'objectif, de remporter celui-ci, sans ce binôme fondamental entre le juriste d'entreprise et l'avocat conseil, ou l'avocat plaideur. Donc ça, par exemple, cher David, c'est un préjugé auquel il faut absolument tordre le cou. Voilà. Parce que il y a 1000 choses à faire. Le juriste d'entreprise, on le connaît pas très bien, mais c'est quelqu'un qui est un juriste, forcément, mais dans son métier, il met en place des programmes de formation, il met en place des outils, on en parlera tout à l'heure. Il a 1000 casquettes. C'est un intrapreneur. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a besoin de faire du ping-pong, ou on va dire de pratiquer en intelligence collective avec les conseils. C'est fondamental. Et je vais même plus loin. Chaque fois, et on l'a observé, chaque fois qu'une entreprise, parce que les entreprises en France sont très en retard sur la dimension juridique, chaque fois qu'une entreprise embauche son premier juriste, ça augmente le marché des honoraires d'avocat. C'est mécanique. Pourquoi? Parce qu'il agit non pas comme un démineur, il agit comme un défricheur. Il va soulever des pépites, il va soulever des dossiers. Et il aura besoin des avocats pour ça. Donc, voilà, ça c'est un exemple. J'en ai 1000, alors je vais m'arrêter là. Mais ce qui est très intéressant, c'est le moment que nous vivons. Moi, je crois que nous pouvons saisir le moment actuel pour défendre ce secret. D'ailleurs, l'AFJE et le Cercle n'ont pas hésité à monter au créneau pour défendre le secret des avocats. Quand bien même, nous n'en avions aucun bénéfice immédiat. On a écrit au président de la République pour défendre la position et la protection du Conseil, chère Nathalie. Comme on dit, on ne s'est pas dégonflé, on y est allé. Donc,
Nous sommes des alliés objectifs. Et je pense qu'il y a un moment à saisir. Pourquoi ? D'abord parce que aujourd'hui, la question de cette protection est devenue non pas une question d'unité de la profession, ce qui est un argument intéressant, important, n'est pas non plus devenu un simple enjeu de compétitivité entre entreprises. C'est devenu un enjeu de souveraineté. Voilà. Le moment est important parce que c'est un enjeu de souveraineté. L'année dernière, lors de la Fabrique de la Défense à Paris, une matinée complète a été dédiée à ce qu'on appelle le lawfare, c'est-à-dire l'utilisation du droit comme une arme de destruction. Nous vivons, et nous le vivons bien malheureusement, à l'ère de ce qu'on appelle les guerres hybrides. Et les guerres hybrides, c'est ni plus ni moins attaquer une entreprise via une cyberattaque, très bien, mais aussi, pourquoi pas, en utilisant, à l'occasion d'un contentieux extraterritorial, le moyen d'attraper toutes les données juridiques de l'entreprise et ensuite de l'utiliser pour réduire l'entreprise sur un marché donné, voire même la servir ou la racheter. Aujourd'hui, clairement, nous sommes face à cette situation. Et donc, du coup, par rebond, par effet boomerang, nous devrions ensemble défendre le secret de manière forte. Voilà. Qu'il profite aux juristes d'entreprise dans leur exercice et qu'ils soient dans une bonne relation avec celui des conseils extérieurs. Le point de jonction, nous le connaissons. Typiquement aujourd'hui, lorsqu'il y a des saisies, lorsqu'il y a des OVS, c'est vrai que les juristes d'entreprise, ils sont, je ne vais pas dire le maillon faible, mais ils sont, effectivement, on peut le considérer comme tel. Et c'est dommage. Et puis, Laure l'a bien mentionné, on a un risque d'auto-incrimination permanente. Parce qu'en conformité, on ne peut pas ne pas faire du diagnostic. Nous sommes des médecins internes. On vient nous voir pour nous dire ce qui ne va pas. Et nous, on doit établir nous devons établir un diagnostic. Sinon, nous ne pouvons pas progresser. Or, entre le moment où nous établissions le diagnostic et le moment où l'entreprise réagit, il peut se passer du temps. Et ce temps peut être considéré, là pour le coup, comme un élément intentionnel. Donc, je ne suis pas rentré trop dans la technique. Il me semble plus important que vous saisissiez l'aspect concret du travail et de la relation entre les juristes d'entreprise et les avocats d'une part, et d'autre part, ce moment tout à fait particulier qui peut bénéficier à l'ensemble de la profession, j'allais dire presque à l'ensemble de la filière. Voilà. Christophe Prienne, vous vous présentez, c'est Nathalie Attias qui me l'a soufflé, il paraît que à votre dernier congrès, vous vous êtes présenté comme des professionnels du chiffre et du conseil. Votre réaction par rapport aux préoccupations et des avocats et des directeurs juridiques, est-ce que vous vous reconnaissez à la fois comme concernés par leurs soucis et leurs sujets, et bien sûr comme un ami de la famille? Bien évidemment, puisque, en effet, Nathalie, tu as raison, la semaine dernière, nous avions notre congrès national de l'ordre des experts comptables à Paris, où nous avons réuni 6500 confrères sur les 21 000 que compte la profession, donc c'est un congrès important, et d'ailleurs, on est plutôt des professions amies, même si on veut opposer les experts comptables et les avocats les uns aux autres, mais on sait très bien qu'on est complémentaires puisqu'on n'intervient pas tout à fait sur les mêmes sujets, même si c'est vrai que la notion de conseil parfois peut engager des conflits, mais on se rend compte très bien, alors en tout cas en ce qui me concerne, moi j'appartiens à un groupe qui s'appelle Inextenso, où on a des juristes, mais on se rend compte que vaut mieux faire appel en amont à un avocat, et surtout quand on veut aller faire du contentieux, parce que qu'en général, on commence les démarches et on appelle un avocat après, le dossier est assez mal embarqué. Et donc après, voilà, le client ne s'y retrouve pas. Mais c'est vrai que, bon, on est une profession amie, et d'ailleurs, lors de notre plénière, on a fait le grand procès de la profession des experts comptables, et donc il y avait 2 avocats brillants qui ont mené le grand procès. Mais c'est vrai qu'on rencontre un petit peu les mêmes problématiques, même si nous, au niveau du secret professionnel, on a déjà subi depuis plus de 75 ans des coupes, et on est moins vent debout que contre vous. Et puis, je connaissais bien le sujet puisque j'ai une ex-femme qui était avocate, donc je connais bien ces problématiques-là. Mais c'est vrai que notre secret professionnel, il est moins opposable que le vôtre, hein. De toute façon, nous... on peut le lever dès qu'on est engagé, mais comme vous aussi, mais les officiers de police judiciaire le lèvent tout de suite, donc on est vite embarqué
dans cette problématique-là. Et donc on est pour le secret professionnel parce que bientôt dans ce pays, parce que je rappelle, alors nous on est plutôt touchés par la loi ESSOC où on devait faire confiance aux contribuables français, et on constate depuis que la loi ESSOC est passée, on a de plus en plus de contrôles, et pour les entreprises, vous devez en entendre parler, puisqu'on a l'examen de conformité fiscale qui est sorti en 2021 et qui est une vraie... On se plaint auprès du ministère de Bruno Le Maire, puisqu'on leur a dit, vous dites qu'il faut faire confiance aux contribuables, les experts comptables ou les commissaires aux comptes pourraient être terre de confiance, et le fait de faire une attestation pourrait valoir le fait que les comptes sont fiables. Et donc on nous répond que non, il ne faut pas le voir comme ça, mais on sait très bien qu'il manque de moyens dans l'administration fiscale, et la profession d'expert comptable, et on est en train de se battre. On ne veut pas devenir des pré-contrôleurs fiscaux, et on ne veut pas être au service de l'administration fiscale, puisque vous, comme moi, on est des entrepreneurs à la base, on est des chefs d'entreprise avant de conseiller les entreprises, et on a voulu faire ce métier parce qu'on est des indépendants et des libéraux, peu importe la façon dont on exerce, et on ne veut pas devenir sous la coupe de Bercy ou de la chancellerie, puisque moi j'ai la chance en tant qu'expert comptable de dépendre du ministère des Finances, et en tant que commissaire aux comptes de dépendre de la chancellerie, qui n'a pas tout à fait le même discours, mais même si vous savez qu'aujourd'hui je dévoile rien, c'est quand même Bercy qui mène la danse. Je voudrais vous interpeller sur la notion de conseil et vous raconter mon expérience personnelle, sans évidemment mettre en cause les comptables, mais... Non, parce que là, on est expert comptable, donc c'est pas pareil. Oui, les experts comptables. Moi, j'ai un expert comptable, ça fait donc 7-8 ans que je travaille avec lui, je ne le quitte pas par paresse, en vérité, et... Ah non, pas du tout, non. Et en fait, j'ai vu, au début, les experts comptables disaient c'est la boîte à chaussures. Les mauvais clients mettent plein de trucs dans la boîte à chaussures, ils ne comprennent rien et ils amènent ça donc à leur expert comptable. Et donc, moi, j'étais un mauvais client parce que j'avais une boîte à chaussures. Alors, il lui a fallu beaucoup de temps pour utiliser les prodiges de l'automatisation pour que je fasse moi-même le travail qu'il déléguait à l'un de ses comptables. Et donc, je me suis mis à travailler pour mon expert comptable. Gratuitement. C'est malin, hein, vous avez vu ? C'est évidemment malin. Alors évidemment, la promesse de ça et la contrepartie, c'était que ça libérait du temps pour l'expert comptable pour faire du conseil. Alors je me suis dit, tiens, moi qui suis nul en anticipation et en gestion, il va suivre les équilibres de ma trésorerie, ce qui rentre, ce qui sort, ce que je verse généreusement aux URSSAF chaque mois et qui, Dieu merci pour moi, n'arrête pas d'augmenter, donc je suis ravi. Mais au final, j'ai eu quelques accidents où il n'a pas du tout été proactif, il n'a pas du tout joué son rôle de conseil, et finalement, il a automatisé toute la partie qui l'emmerdait et qui le faisait chier, et tout le temps que je lui ai fait gagner pour me faire du conseil, il ne m'a pas conseillé. Alors peut-être j'ai été un mauvais client, je ne l'ai pas appelé, je lui ai dit conseille-moi. Moi j'espérais qu'il soit un peu proactif, dire attention mon garçon, les URSSAF arrivent, attention, il y a eu le Covid, l'État fait un peu, il a tout bloqué sur les prélèvements, mais tu vas être attrapé par la patrouille pendant 2 ans. Il ne l'a pas fait, bien entendu. Il ne l'a pas fait. Non, pas du tout. Non, mais il me rend il a besoin d'un expert comptable. Il me rend d'immenses services par ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est pas du tout un procès à la profession que je fais. C'est finalement, est-ce que l'automatisation, est-ce que la technologie ont réellement permis de dégager du temps aux experts comptables pour se consacrer à cette activité de conseil qui était également promise par les banquiers. Les banquiers, petit à petit, se sont mis à nous faire le travail qu'ils faisaient avant. Ils nous ont envoyés au guichet, ils nous ont envoyés vers Internet. On va faire du conseil pendant ce temps-là. On attend encore le conseil des banquiers. Donc je voudrais savoir, vous, comment vous avez occupé le champ du conseil, comment vous vous apprêtez à l'occuper, et j'en parlerai à mon expert comptable, évidemment. En plus, je suis sûr que votre expert comptable n'a même pas baissé ses honoraires. Non, il a eu plutôt tendance à les augmenter. Vous voyez, vous faites le boulot. Voilà. Non, trêve de plaisanterie. Non, mais c'est vrai que... Alors, l'avantage et l'inconvénient de cette profession d'expert comptable, c'est que nous avons, au 1er janvier, nous avons 85% de notre chiffre d'affaires qui est acquis. Donc, on ne fait pas forcément beaucoup d'efforts. Et donc... Pardonnez-moi de vous couper. J'ajoute une chose pour être totalement juste, c'est qu'à chaque fois que je lui pose une question
qui relève du conseil, il y répond très rapidement et de façon très compétente. Je veux dire, c'est, Et il ne fait pas de facture. Et il fait pas de facture. Contrairement aux avocats, excusez-moi. Voilà. Mais c'est vous qui avez raison. Le tableau est Non, complet, mais ça fait une petite Vous mise allez, en non, ambiance. vous allez pas, je vous entends vous se péter, mais c'est vous qui avez raison, puisque tout conseil ne doit pas être gratuit. Et dans notre profession, on a eu un tort, c'est de répondre tout de suite et de ne pas valoriser le conseil et la valeur ajoutée. Donc là-dessus, je vous rejoins et je vous admire et je vous apprécie. Et je fais la même chose maintenant. Je dis que la question est un peu compliquée et qu'il faut y réfléchir. Et ça permet de facturer des honoraires. Donc voilà, non, c'est important. Et vous avez raison, le métier va fortement évoluer. Et ça fait longtemps que nous, on sensibilise les confrères en leur expliquant que nous ne sommes pas là que pour travailler pour l'administration fiscale et que le but principal, c'est d'aider nos clients et de leur apporter du conseil. Alors après, il y a différents niveaux et quand on n'a pas les compétences, bien évidemment, il faut savoir s'entourer d'avocats ou d'autres conseils spécialisés en cyberattaque, en RGPD et tout ce qu'on veut, puisque on est quand même la porte d'entrée, on a cette chance d'être la porte d'entrée, de pouvoir donner des avis et des conseils aux chefs d'entreprise. Et avec l'arrivée de la facture X qui ne vous a pas échappé et qui va révolutionner un petit peu l'activité des entreprises, notre profession va être nettement chahutée puisque on va perdre peut-être, on a 30% des collaborateurs qu'il va falloir former ou réaffecter pour pouvoir faire des tâches différentes. Et c'est justement là où on a un champ important à prendre et à faire comprendre aux confrères. Mais le problème, vous savez, c'est comme dans votre profession, j'imagine. Les confrères, ils disent oui, ça fait 30 ans qu'on entend ça, et on s'en est toujours sorti. Mais on voit que le Covid a fait évoluer la digitalisation et la numérisation. On a gagné 5 ans en une année, et il faut qu'on se réinvente, sinon il va y avoir des effets de concentration, et notre métier va fortement évoluer. C'est pour ça qu'on a parlé au dernier congrès. Fonds d'investissement. Voilà. Alors, c'est pas un fonds d'investissement. Parce que ce qu'a dit le président de l'ordre, qui n'est pas de ma famille, donc je ne vais pas dire de mal, c'est pas un fonds d'investissement, c'est une société d'investissement. Puisque nous avons créé un fonds d'investissement et nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers. C'est quand même deux choses différentes et on voulait notre indépendance numérique. Donc on porte plutôt le discours positif de dire que la digitalisation, la numérisation et la facture électronique, c'est plutôt une opportunité qu'une menace et ça va permettre de pouvoir se réinventer et, comme vous le disiez, David, d'apporter des vrais conseils, parce que pour vous dire que vous avez dépensé 3 000 € de carburant et payé 15 000 € d'URSSAF, vous n'avez pas besoin de nous, c'est vous qui faites les virements. Donc il vaut mieux avoir de la prospective et de vous donner du copilotage sur la gestion de votre trésorerie ou faire de l'optimisation fiscale. On est bien d'accord. C'était l'anticipation par rapport au flux de trésorerie d'une entreprise. On attend de l'expert comptable qu'il ait un rôle de directeur financier d'une PME individuelle, puisque c'est ça que je suis. Alors, voilà. Je comprends votre demande, mais ce n'est pas la demande de tout le monde, et il y en a, ça leur passe au-dessus. Mais c'est vrai qu'on est là pour vous faire du copilotage et de la gestion de trésorerie, ce n'est pas un problème. Et en plus, je suis marié à une fiscaliste qui veut me facturer à chaque fois que je lui pose des questions. Donc elle est avocat fiscaliste peut-être, non? Pardon, elle est avocate fiscaliste. Ah ben voilà, vous voyez. Ben voilà. Mais pour être conseiller, il faut que je montre patte blanche, quoi. Est-ce que vous avez terminé votre intervention? Oui, tout à fait. Alors, je remarque une chose, c'est qu'avec les avocats, on est en retard, mais si on rajoute dans le panel des directeurs juridiques et un expert comptable, on retrouve la maîtrise du timing. Donc, je dis aux avocats, prenez-en de la graine, on va pouvoir consacrer une petite partie à vos réactions et aux questions de la salle. Alors, la médiation... Remarque, la médiation est un moyen de désengorger les tribunaux. Une médiation dure en moyenne 3 à 6 mois. Le juge n'en est pas exclu puisqu'il y a des médiations judiciaires, c'est-à-dire ordonnées par le juge, et le juge peut également prononcer l'homologation de l'accord de médiation pour lui conférer la force exécutoire. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais c'est bien écrit. Non? Vous voulez répondre? Allez-y. Allez-y, Laure. Non, je pense que ce n'est pas du tout un cheveu sur la... Ça marche, oui. Oui, ça marche. C'est pas du tout un cheveu sur la soupe et je pense que c'est en ligne droite avec ce que disait Mathieu Boissavi parce que en fait, on essayait de réfléchir à si on était capable de distinguer le conseil et la défense. Mais lorsqu'on fait de la médiation, est-ce qu'on est en conseil ou en défense? En fait, on est peut-être à la frontière exactement des deux. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, est-ce que
on serait protégé ou pas par un secret. Bon, toutes les conséquences de savoir comment on qualifie. Et la médiation, je suis d'accord avec toi, Nathalie, si c'est obligatoire, on l'a vécu pendant combien, 40 ans au prud'homme, si on force les gens à aller en conciliation, ils vivent ça comme une visite médicale d'entreprise, ils attendent que ça se passe, donc ça ne sert à rien. En revanche, moi j'ai tendance quand même un peu pour être rogatrice à dire que j'aime pas tellement qu'on dise ce sont des modes alternatifs de résolution des litiges, parce qu'aujourd'hui, pour moi, les juridictions étatiques sont devenues les modes alternatifs de résolution des litiges, parce que les entreprises trouvent les moyens de s'entendre et de s'organiser, si possible, sans les juges. Et j'ai été juge au tribunal de commerce, donc je pense tout le bien de ces institutions, mais c'est quand même un échec des directions juridiques et peut-être aussi de leurs conseils lorsqu'on arrive jusqu'au juge. Voilà, et tu voulais aussi réagir, Mathieu, je crois, là-dessus. Rapidement, parce que j'ai d'autres interpellations. Très rapidement sur la médiation. La médiation, on est sur une situation passée, puisqu'il y a un litige et qu'on se présente devant le médiateur pour le résoudre. Donc les conseils qui sont donnés par les avocats à leurs clients dans le cadre du processus de médiation sont, à mon avis, dans le cadre de l'exercice des droits de la défense. Et donc à ce moment-là, c'est complètement protégé par la jurisprudence de la Chambre criminelle, sauf celle du 22 mars 2016 et du 13 septembre 2022, je vous ai cité. Mais bon, là, on est en matière pénale, c'est particulier. Bon. Maintenant, la question pourrait se poser de savoir si, quand on parle de l'exercice des droits de la défense, ça vaut aussi pour le civil. Et franchement, c'est une bonne... Enfin, je ne vais pas vous dire, mais c'est une question. Bon, enfin, je pense quand même que la Cour de cassation n'irait pas jusqu'à dire que même en matière civile, il n'y a pas d'exercice de droit de la défense. Je pense, mais en matière de médiation, il y a bien envie. Les conseils donnés aux clients sont couverts, à mon avis, sont protégés par le secret. Et vous avez également des dispositions qui prévoient la confidentialité des échanges entre le médiateur et les parties. C'est ce que dit le 06 80 38 71 04. En médiation, on est en défense, me semble-t-il. Oui, non, moi j'ai parlé de la médiation parce que c'était un cœur, on est au cœur du conseil. Voilà, donc je l'ai utilisé comme illustration d'un marché. Puis moi, je partage votre avis, Jean-Philippe, sur le fait que le droit est devenu un marché et qu'il faut le conquérir. Et la médiation en était un exemple qui est vraiment au cœur du conseil. Après avoir fourni des statuts de société gratuitement et conseillé gratuitement les entreprises en droit des sociétés, comment comptez-vous valoriser les prestations des avocats dans le cadre de partenariats interprofessionnels ? C'est une vacherie, ça ? Non, alors, je ne sais pas qui dit que les experts comptables font les statuts gratuitement, parce que moi, je n'ai jamais fait de statut et de prévisionnel gratuitement. Puisque, de toute façon, on engage notre responsabilité quand on écrit quelque chose. Donc, on est quand même obligé... Moi, si je peux dire un mot là-dessus, je rappelle quand même que la plupart de tous ces actes sont aujourd'hui modélisés, en tout cas on peut les trouver sur Internet. C'est vraiment pas là-dessus que les avocats vont trouver matière à apporter leur vraie valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée, elle vient en amont dans le choix de la structure juridique que l'on va employer. Et j'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que à partir du 1er janvier 2023 va entrer en vigueur le guichet unique des formalités. Et donc là aussi, les avocats sont totalement partie prenante, à la fois parce que ça va permettre à nous, structures d'exercice, de faire nos modifications de nos sociétés sans passer par les CFE et d'accompagner également nos clients. Mais encore une fois, la valeur ajoutée, comme je vous l'ai dit, elle s'est déportée aujourd'hui, elle n'est plus dans des activités qui sont finalement à basse valeur ajoutée et chronophages. Alors, et on est vraiment dans la nécessité d'aller sur le conseil, la réflexion et la stratégie. Et si je puis me permettre un petit ajout, je partage complètement l'avis de Nathalie. C'est vrai que la valeur ajoutée est ailleurs. Ceci dit, pour exercer en région et bien connaître les régions, il y a une disparité de pratiques. Et je crois que là, il y a un travail à faire. Nous l'avons fait notamment dans les Hauts-de-France, où les juristes d'entreprise ont organisé un événement qui s'appelle « Nos avocats ont du talent », où nous avons défini avec le bâtonnier de Lille toute une série de catégories et de sujets où les avocats locaux venaient montrer ce qu'ils avaient d'innovant. Et ça a été extrêmement productif pour le tissu, pour le marché juridique localement. Parce qu'effectivement, il y a un tas de cabinets, moi j'en connais beaucoup en région, qui sont dans un exercice que je qualifierais sans a priori de traditionnel.
et que, évidemment, face aux changements majeurs, technologiques, la rapidité, il y a une question d'approche. Et là, c'est dans le lien et le partage et l'échange entre les juristes d'entreprise et les avocats qu'il y a le moyen de promouvoir le métier. Et là, je crois qu'on est, encore une fois, alors là, on n'est plus des avocats, mais nous sommes véritablement des promoteurs de la profession. Je veux bien d'ailleurs reprendre deux mots pour apporter une petite précision par rapport à un propos que tu as tenu, Jean-Philippe, tout à l'heure. Je t'ai fait comme ça, tu as cru que je remettais en cause le fait que vous soyez mobilisé pour le secret professionnel, alors que ce n'était pas du tout à cette portion de ta phrase que je faisais la nuance. Tu connais mon côté offensif. Oui, non, parce que vraiment, c'est vrai, vous vous êtes battus à nos côtés et on a beaucoup apprécié, nous les avocats, de la même manière que nous aussi, les avocats, on s'est beaucoup battus, enfin en tout cas nous à l'ACE, on s'est beaucoup battus pour que vous puissiez bénéficier du statut d'avocat salarié en entreprise. Je crois même pouvoir dire qu'au CNB, on a pris des coups sur ce combat qui, quelque part, on pourrait dire, ne nous concerne pas, alors que nous considérons qu'il nous concerne au premier chef, parce que, comme tu l'as dit, nous pensons que les avocats ont tout à gagner de ce statut en entreprise parce que vous êtes des prescripteurs. Non, mon point, c'était, lorsque tu as dit, on s'est battu pour le secret des avocats alors même qu'on n'y avait pas d'intérêt. Je ne suis pas d'accord avec toi, parce que lorsqu'il y a une correspondance entre un avocat et un juriste d'entreprise, votre correspondance, elle bénéficie du secret grâce au secret de l'avocat. Dans les circonstances, on n'y avait pas beaucoup d'intérêt parce qu'on savait que ça aurait un effet direct sur les avocats, ce qui était bien, mais que malheureusement, comme le projet n'avait pas abouti au-delà, nous restions un petit peu de l'autre côté du Rubicon, si je puis dire. Mais bon, enfin, je rends la parole à David, parce que manifestement, il y a d'autres interpellations. Il y a des interpellations, mais vous ne pourrez pas réagir. Ce sont des mini-chroniques, si j'ose dire, qui concluront vos prises de parole. Bonjour, je pense que le Conseil sur le choix de la structure juridique et des clauses à insérer dans les statuts des sociétés à créer est méconnu par nos intervenants. Pour les experts comptables, ils font du droit sans avoir une formation adéquate. Les exemples sont nombreux où les conseils donnés sont mauvais. Par exemple, l'absence de registre d'AG à jour, l'absence de pacte d'associés et d'anticipation des désaccords futurs. Je poursuis. Nous avons une suggestion. À quand une grande profession du droit, avocat, magistrat, juriste d'entreprise, qu'est-ce qui l'en empêcherait? Et j'ajouterais des mises en examen, voire des coupables qui ont fait l'objet de procédures qui ont duré des années et des années pourraient avoir des équivalences en sortant de prison. Mais oui. En tant qu'avocat en droit du travail, je fais le constat que je me sens menacé par le juriste qui pense pouvoir mener souvent la mission sans l'avocat, alors que je travaille avec lui, et par l'expert comptable qui prend des pans entiers du droit du travail, qui est le seul acteur de certains sujets, comme le dialogue social. Comment se positionner? Ah, il y a encore quelques craintes et le droit et les contrats de travail à 50 €, on en parle? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas à quoi. Ah non, mais attendez, vous êtes un syndicat, la parole est à tout le monde. Il n'y a pas de mauvaise intervention. Il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Moi, je voulais juste Alors, quand même... juste un témoignage qui complète ce qu'a dit Mathieu. En 90, la fusion des professions d'avocats et de conseil juridique avait permis de faire de la protection du secret professionnel en matière de conseil une condition de la fusion. J'ai la conviction que nous n'y serions pas parvenus sans le soutien que j'avais obtenu du CNPF et de la CGPME. Quid du rapport de force actuel sur ce point? Bon, vous ferez un prochain congrès sur toutes ces questions, mais ça n'arrête pas. Tu veux avoir le mot de la fin? Non, je veux juste te dire une chose, c'est qu'on n'est pas là pour accabler les experts comptables, on doit au contraire se... Mais oui. D'accord, donc moi j'apprécie beaucoup que les experts comptables viennent à notre congrès. Sont nos amis, Non, il faut les aimer aussi. Nous sommes non, mais c'est des combats d'arrière-garde, ça. Bon, voilà, donc, il y a des bons experts comptables, des experts comptables qui font pas bien leur job, comme dans votre profession. Surtout qu'en matière de dialogue social, Exactement. je peux vous dire que franchement, en général, ils passent la main aux avocats, ils ne le font pas eux-mêmes. Le marché sera prendre sa place. Je vous le dis, mon cher expert comptable, vous ressortirez de cette salle sans trauma et avec l'affection de tous ceux qui se trouvent dans cette salle. Voilà, je crois qu'on a terminé. Vous avez tenté de nous mettre en retard, vous n'y êtes pas parvenus, et c'est notamment grâce au sens de la concision de nos camarades directeurs juridiques et experts comptables.